Sylvain Bloquet, merci infiniment. Merci pour le respect du temps tout d'abord et la grande qualité de votre intervention. Alors, écoutez, je suis très frappé par la modernité de Sieyès. Il voulait un irresponsable élu pour 5 ans avec 14 ministres. Sans commentaire. Alors, nous continuons avec Guillaume Bernard, docteur et habilité à diriger des recherches, maître de conférence ici même, qui a aussi enseigné à Sciences Po Paris. Je lis que vous êtes auteur d'un dictionnaire de la politique et de l'administration, mais aussi, ça sert toujours, d'une instruction civique pour les nuls. Il n'y en a pas ici, mais dehors, il y en a quelques-uns. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, vous allez nous parler donc du droit dynastique napoléonien entre enracinement historique et innovation politique. Vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je vais rester ici parce que j'ai un peu plus de lumière, si ça ne vous dérange pas. Alors, d'abord, évidemment, merci à Thierry Lenz d'avoir organisé ce colloque et d'avoir bien voulu m'associer, je dirais, à cette organisation où il a absolument tout fait. Bien. Alors, le sujet du droit dynastique, c'est vrai que je pensais que c'était un sujet, dans le fond, assez simple. Et plus je l'ai travaillé, plus, évidemment, il m'est apparu que c'était bien plus subtil que cela n'apparaissait au premier chef. Et j'avoue que je ne regrette pas d'avoir travaillé sur ce sujet, étant donné que, en tout cas, certains d'entre vous le savent peut-être, je m'intéresse, je dirais, aux enjeux liés au droit dynastique de l'ancienne France et puis de ses continuités à l'époque contemporaine. Hérédité, primogéniture, masculinité, collatéralité, exclusion des femmes et des descendants par les femmes, autant de règles de dévolution de la couronne impériale qui semblent incontestablement rapprocher l'empire napoléonien de l'ancienne France royale. Et pourtant, le contexte juridique et la portée politique éloignent et même d'une certaine manière opposent ces deux systèmes de succession au trône. Il est certain que ce qui distingue le plus nettement la transmission de la couronne avant et après la Révolution réside dans l'origine même des règles. Coutumières dans l'ancienne France, elles sont désormais produites par la raison et la volonté humaine. Il y a là la marque du constitutionnalisme moderne par opposition au pragmatisme politique plus ou moins providentialiste des sociétés classiques. Les règles de dévolution de la couronne impériale forment un ensemble juridique cohérent, c'est certain, pensé dès le début dans sa globalité, à la différence notable donc des lois fondamentales selon la formule consacrée, mais sans doute très discutable. On la doit, vous le savez, cette expression de loi fondamentale à un théologien, un protestant, Théodore de Bèze. Elle a été par la suite reprise, elle me paraît très discutable. Mais enfin bon, en tout cas, la différence donc des lois fondamentales du royaume capétien naît de l'évolution coutumière. Il semble possible de faire l'analyse du droit dynastique napoléonien à travers donc deux thèmes. D'une part, les fondements de la dynastie, c'est-à-dire la question de la légitimité du régime et de la couronne impériale, et d'autre part, le fonctionnement de la dynastie, à savoir les enjeux liés à la transmission de la couronne. Les fondements de la dynastie, la légitimité de la couronne. Le régime napoléonien cherche à combiner les deux types fondamentaux de légitimité, la légitimité d'exercice et la légitimité d'origine. Pour ce qui regarde la première, Napoléon Ier apparaissait comme le pacificateur de la France, après l'exaltation et les débordements, c'est le moins que l'on puisse dire, révolutionnaires, tandis que Napoléon III avait l'image du protecteur du peuple, et parmi lui d'ailleurs des plus pauvres, contre ceux que l'on pourrait presque qualifier d'oligarques, ayant confisqué la démocratie. Le consulat, puis l'Empire, tout en mettant fin à l'instabilité institutionnelle fixée à la Révolution, l'enracinèrent politiquement. Le serment prêté sur l'Évangile par l'empereur au peuple français était à ce titre explicite.
je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du Concordat et la liberté des cultes, ça c'est l'aspect pacificateur, de respecter et faire respecter l'égalité des droits, ça c'est l'aspect politique, enracinement de la Révolution, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux, évidemment, c'est le cœur du problème du Concordat de 1801 et de la loi de 1905, mais nous n'y en sommes pas là, évidemment, de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Quant à la légitimité d'origine, cette fois-ci, qui servit à asseoir le principe dynastique, elle était double. À la fois populaire, c'est le premier point que nous regarderons, et divine, ce sera le second. Le Senatus consulte du 28 Floréal l'an 12 affirmait que Napoléon Ier était empereur des Français, je cite, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République. Voilà l'imbrication relevée. Premier point, donc, le recours au peuple, la légitimité politique. Napoléon Ier, puis Napoléon III, entendirent asseoir le régime impérial sur une légitimité populaire. Le Sénat, dont nous venons de parler assez longuement, le Sénat, institution symbolisant l'héritage romain, était supposé être l'interprète privilégié et authentique de la volonté générale, celle-ci étant confirmée à l'occasion d'un plébiscite. Les Senatus consultes affirment tant l'établissement de l'Empire que les règles de dévolution de la couronne impériale. Et les articles 142 du Senatus consulte du 28 Floréal l'an 12 et 8 du Senatus consulte du 7 novembre 1852 prévoyaient effectivement des référendums d'approbation. Le peuple était donc supposé intervenir doublement dans le processus constituant par le moyen direct de l'organe qui le représentait, le Sénat, et par celui direct du plébiscite. Il y avait comme un pacte entre le peuple et le fondateur de la dynastie. Cependant, la limite à l'enracinement populaire du régime tenait au fait qu'aucun procédé légal n'était prévu, évidemment, puisque une dynastie devait s'imposer, qu'aucun procédé légal n'était prévu pour destituer un empereur défaillant ou remplacer la dynastie déclinante, voire devenue décadente. L'abandon du gouvernement de la République à un empereur héréditaire était supposé définitif. La dynastie l'emportait donc sur l'élection. L'origine plébiscitaire de la monarchie était nécessaire parce que la dynastie était nouvelle. Elle se substituait à celle des Capétiens dans sa branche des Bourbons, qui n'était pourtant pas éteinte. L'approbation populaire fut d'ailleurs le principal argument utilisé par les bonapartistes lors du retour de l'île d'Elbe. Par symétrie des formes, il était aussi prévu qu'en cas d'extinction de la dynastie, il reviendrait au peuple de désigner un nouvel empereur, désignation se faisant donc sur proposition, je cite, des titulaires des grandes dignités de l'Empire en 1804 ou sur proposition des ministres formés en conseil de gouvernement avec quelques autres membres en 1852. Ainsi, Frédéric Bluch a-t-il pu voir dans le bonapartisme un compromis centriste issu notamment de la combinaison des souverainetés populaires et dynastiques, mais la mystique temporelle ne faisait pas tout, il en fallut aussi une spirituelle, et c'est donc le second point, le recours au sacre, la légitimité religieuse. Le sacre permit évidemment de donner une base religieuse au régime, mais le déroulé de la cérémonie chercha à bien signifier l'indépendance du pouvoir temporel. Si le pape Pie VII procéda à l'onction du sacre, Napoléon se couronna lui-même, on le sait. Le sacre de 1804 fut donc confirmatif, il intervint plus de 6 mois après la proclamation de l'Empire, comme c'était d'ailleurs le cas dans l'ancienne France, depuis que les sacres anticipés, la pratique des sacres anticipés avait été abandonnée. Mais si, à l'instar de Pépin le Bref en 751, Napoléon Ier fut renforcé dans sa légitimité personnelle, il n'en demeurait pas moins que la continuité dynastique n'était pas pleinement assurée, puisqu'elle reposait sur les épaules d'un seul homme. Cela explique donc le projet, en 1813, de nouveaux sacres pour assurer, comme en 754 ou en 987, la continuité dynastique. Quant à Napoléon III, il chercha naturellement à se faire sacrer, mais il n'y parvint pas. Les négociations avec le pape Pie IX furent abandonnées en avril 1853. Le pape devait cependant accepter d'être le parrain du prince Napoléon Eugène Louis.
En tout cas, le sacre de 1804 permit à Napoléon de revendiquer le double héritage romain, revendication d'une ressemblance de son gouvernement avec celui de Dioclétien. On voit qu'il y a là quand même une différence avec tous ceux qui revendiquaient l'héritage romain auparavant. C'était quand même plutôt Constantin. Là, nous sommes avec Dioclétien, hein, l'organisateur de la tétrarchie, et évidemment un héritage carolingien. Il se veut le successeur de Charlemagne. Il y a une étude évidemment de Thierry Lenz très intéressante sur la question. Il est certain qu'il était plus facile à la dynastie napoléonienne de s'appuyer sur les dynasties franques que sur les Capétiens. Hein. Les Mérovingiens servaient d'exemple et de justification. Les rois fainéants avaient été légitimement évincés du pouvoir au bénéfice des Pipinides en raison de leur inaptitude. Eh bien, notamment, on sait que sous le Second Empire, on fera passer Louis-Philippe Ier pour un roi fainéant qui abandonne le gouvernement. Le roi règne mais ne gouverne pas, n'est-ce pas? Bien, en tout cas, effectivement, les Napoléoniens étaient désormais supposés jouer le rôle des Pipinides, des Carolingiens, au détriment, cette fois-ci, donc des Capétiens, et non plus des Mérovingiens. Cela permit le développement, sous le Second Empire, d'une propagande mettant en avant la 4e race des monarques français, une dynastie presque prédestinée à exercer le pouvoir. Il faut maintenant s'attacher à la question du fonctionnement de la dynastie, la transmission de la couronne. La dynastie napoléonienne reposait sur l'hérédité. Celle-ci était clairement affirmée dans les différents textes. Elle avait d'ailleurs été préparée par la constitution du 16 Thermidor en 10, n'est-ce pas, dans laquelle le premier consul pouvait présenter un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans le titre 4, article 12. Avec l'hérédité, d'autres règles comme la masculinité ou la primogéniture étaient prévues. La transmission de la couronne napoléonienne était donc régie par des principes ressemblant fortement à ceux qui avaient présidé à la dévolution du trône capétien. Et pourtant, à y regarder de plus près, les divergences étaient assez nombreuses, ce qui traduisait une philosophie politique sous-jacente fort différente. Ce sera le premier point. La couronne impériale était supposée être au-dessus de ses titulaires, mais son indisponibilité était en fait très relative. Ce sera le second point. Des principes apparemment traditionnels, mais profondément déformés ou distincts de ceux qui existaient avant la Révolution. La masculinité ne s'imposa pas en raison de la coutume héritée de l'ancienne France, mais par rationalisme. Il était considéré que seul un homme pouvait être chef de guerre et donc pourvoyeur de paix. Il en alla de même d'ailleurs de la primogéniture. Le fils premier-né était le plus susceptible, évidemment, de pouvoir remplir cette condition de maturité. Cependant, l'affirmation du principe de primogéniture sonnait immédiatement mal, car Napoléon, né en 1769, n'était dans sa famille que le puits-né. Il avait un frère aîné, Joseph, mais né en 1768, qui cependant, on le sait bien, en l'absence de descendance directe de Napoléon, était désigné comme le premier collatéral, et ce d'ailleurs avant Louis, qui lui était né en 1770. Du point de vue de l'habilitation à succéder, le droit dynastique napoléonien était à la fois soucieux du droit canonique et s'en émanciper. Il s'en préoccupait quand était affirmé que la succession au trône devait être légitime. Je précise qu'entre le texte de 1804 et celui de 1852, un terme saute, c'est le terme de naturel, une descendance naturelle. Évidemment, il y a une ambiguïté. Est-ce que le naturel renvoie, intègre adultérin? Et je pense qu'évidemment, en 1852, on ne maintient que le terme, évidemment, légitime, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En tout cas, cela explique la procédure lancée devant les juridictions ecclésiastiques pour obtenir, et la déclaration de nullité, obtenue effectivement en janvier 1810, du mariage religieux de 1804, et non évidemment du mariage civil de 1796, avec Joséphine de Beauharnais. Car sans cela, l'enfant né de l'union avec de la nouvelle union, ou en tout cas, non, d'ailleurs pas de la nouvelle union, de l'union, n'est-ce pas, religieuse avec Marie-Louise d'Autriche, n'aurait pu être considéré comme légitime et donc comme ayant droit à succéder. Un enfant adultérin était donc
totalement exclus de la succession au trône. Tel fut notamment, évidemment, le cas du comte Alexandre Walewski, issu des amours illicites de Napoléon et de Maria Walewska. Cela n'empêcha pas, cependant, on le sait bien, ce dernier d'être sénateur et ministre, si je ne m'abuse, sous le Second Empire. En revanche, le droit dynastique napoléonien violait explicitement le droit canonique avec la règle imposant aux princes de la famille impériale de ne pas se marier sans l'autorisation de l'empereur. On sait que c'est évidemment une vieille revendication, je dirais, des monarques, pour assurer, je dirais, par le droit matrimonial ou par la pratique matrimoniale, eh bien, une certaine politique d'alliance diplomatique et militaire, mais naturellement, cette revendication n'avait jamais été intégrée dans un texte dans l'ancienne France. Là, en revanche, pas de difficulté. Cette disposition, n'est-ce pas, de 1804, reprise en 1852, visait évidemment au début du XIXe, en particulier Jérôme Bonaparte, qui avait épousé, on le sait, en 1803, étant mineur, et donc sans l'autorisation de ses parents, Elisabeth Patterson, avant de convoler, on le sait aussi, en secondes noces avec Catherine de Wurtemberg en 1807. Le décret impérial du 11 Ventose en 2 mars 1805, disait constater la nullité du mariage américain de Jérôme Bonaparte. Quant à l'acceptation du recours à l'adoption pour le monarque, elle manifeste indéniablement une influence juridique romaine qui a été assez étudiée pour la Révolution, où évidemment, monde romain, où l'influence, ou l'exercice, de la fonction l'emportait plus sur l'idée à la fois grecque et germanique, gréco-germanique, de la transmission héréditaire des vertus. Cependant, l'adoption ne fut permise qu'aux deux fondateurs, d'une certaine manière. Tous les autres empereurs n'étaient pas autorisés à y recourir. Cela indique tout de même le souci de mettre en place une authentique dynastie où le lignage s'enracinait dans le biologique. Preuve en est d'ailleurs, preuve supplémentaire en est, un enfant adoptif passé après les enfants biologiques, si ceux-ci apparaissaient après l'adoption, dans l'ordre donc de succession. Napoléon Ier adopta 3 personnes, on le sait bien, les 2 enfants de Joséphine, Eugène et Hortense, ainsi que leur parente Stéphanie de Beauharnais. Il s'avère que ce fut le fils d'Hortense qui devait monter sur le trône en 1852, mais bien entendu, en tant que fils de Louis. Enfin, l'influence romaine se fit également sentir à propos des règles d'attribution de la régence. En 1804, les femmes étaient, contrairement à l'ancien droit français, n'est-ce pas, ces femmes étaient exclues de la régence, comme d'ailleurs le droit romain évinçait les femmes de toute charge publique. Mais l'article 1er du Senatus Consulte du 5 février 1813 revint sur la disposition de la Constitution de 1804 en admettant l'attribution de la régence à une femme, la mère de l'empereur mineur. Ce fut cette règle qui fut reprise en 1856 pour le Second Empire. Pour le reste, le fonctionnement de la régence ressemblait, et là c'est très intéressant, enfin c'est parfaitement exact, me semble-t-il, ressemblait fortement à ce qu'elle avait été dans l'ancienne France. L'instantanéité de la succession conduisait à ce que le régent gouvernât au nom de l'empereur mineur jusqu'à ses 18 ans accomplis. Là, naturellement, il y a une différence d'âge. Et ce, dès le décès du prédécesseur. Le régent était désigné par le prédécesseur et, à défaut de nomination, la régence était déférée au prince le plus proche en degré, mais à condition qu'il eût 25 ans accomplis, et précision du Senatus Consulte de 1856 qu'il fût français. Tiens, ça intéresse la querelle entre les légitimistes et les orléanistes. Deuxième point, une très relative indisponibilité de la couronne. Plusieurs éléments illustrent l'idée, n'est-ce pas, que la couronne est indisponible. On se doute bien qu'évidemment, il y a, je dirais, ce principe d'un État qui surplombe, qui surpasse les titulaires de la couronne. L'empereur est au service d'une entité supérieure dont il n'est que le dépositaire et non le propriétaire. C'est évidemment la vieille idée qui existe naturellement dès l'ancienne France. La plupart des règles de dévolution sont indépendantes de la personne du monarque en place. Avec cette idée, le droit dynastique napoléonien renoue avec la théorie statutaire de la couronne royale de l'ancienne France. Ainsi, en 1815, l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire avait pour objet de modifier et perfectionner le régime antérieur à 1814. Cela indiquait bien que la thèse officielle était celle de la subsistance de la couronne malgré l'abdication. Donc, persistance
de la couronne, indépendamment des actes, n'est-ce pas, du titulaire de cette couronne. Indisponibilité donc de la couronne. La Benjamine affirmait même dans son dernier article que dans la délégation qu'il avait faite de ses pouvoirs, le peuple français n'avait pas entendu donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons, même en cas d'extinction de la dynastie impériale. La couronne apparaissait là comme plus qu'indisponible, puisqu'elle était même insaisissable par le peuple, disposant pourtant a priori du pouvoir constituant originaire. Quel bel exemple de libéralisme. De manière plus nuancée et traditionnelle, le Second Empire était déclaré en 1852 être dans la continuité du premier. La dignité impériale n'était pas créée, mais restaurée. Il me semble que là aussi, c'est un exemple de cette idée générale de l'indisponibilité de la couronne. Cependant, l'acceptation d'une succession par adoption, même réservée à Napoléon Ier puis à Napoléon III, ainsi que la sélection des frères parmi lesquels la succession collatérale pouvait se faire. On le sait, Jérôme fut exclu en 1804, puis ensuite réintégré en 1806, montre que l'empereur pouvait disposer de la couronne. Il en fut de même sous le Second Empire. Le décret organique du 18 décembre 1852, désignant les dynastes, fut pris en application de l'article 4 du Senatus Consulte du 7 novembre 1852. C'était au nom de la raison d'État que l'empereur était un chef actif de la maison impériale, titulaire d'un réel pouvoir de police au sein de sa famille, dont les membres étaient soumis à un régime exorbitant du droit commun. Ainsi, par exemple, le divorce était-il interdit aux membres de la famille impériale? C'est une disposition du statut de l'État de la famille impériale du 30 mars 1806 en son article 7. Alors, comment conclure? 3 points me semblent mériter d'être mis en exergue. Premièrement, la difficile émergence d'une mystique dynastique fut véritablement réelle. Le manque d'accoutumance du corps social, par l'absence de la régularité de la transmission, fut patent. Et on le sait bien, même si elle fut un échec, la conjuration du général Mallet en 1812 en témoigne. Quand ce dernier prétendit que Napoléon Ier était mort, la solution de l'Aiglon pour assurer la continuité de la couronne ne s'imposa guère et le régime fut effectivement pendant quelques heures ébranlé. Deuxièmement, à l'inverse, il me semble quand même certain que le prestige napoléonien servit lors de l'élection présidentielle de 1848 et du basculement de 1851-1852. Même si par 2 fois, l'Empire finit par absorber la République, comme en témoigne par exemple dans le cadre de la la numismatique en janvier 1808, ils restèrent toujours étroitement unis, la République et l'Empire. Troisièmement, et donc dans la continuité de ces 2 éléments, en reprenant en apparence les principes traditionnels des monarchies, l'Empire napoléonien s'inscrivait bien dans l'ensemble des régimes reposant sur la philosophie politique moderne, philosophie où règne le contractualisme social et le volontarisme juridique. Je vous remercie.